Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La musique se livre. Tous les mois, nous parlons d'un musicien, d'un groupe, d'un chanteur, d'une tendance musicale ou d'un genre, en essayant d'échapper le plus possible à la vision grand public de celui-ci. Pour cela, je suis accompagné d'un auteur qui a consacré un ouvrage de référence sur le sujet et qui aura le rôle du spécialiste, tandis que j'adopterai celui du candide. Quoique... Aujourd'hui, la musique se livre autour d'Isaac Hayes et je suis très heureux de recevoir David Desvérités, auteur de Isaac Hayes, l'Esprit Soul, publié aux éditions du Castor Astral. David, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Que j'aimerais avoir une voix suave et grave pour vous présenter l'incroyable artiste dont nous allons parler aujourd'hui. Comme toujours, je vais encore regretter de ne pas avoir plusieurs heures pour dresser le portrait de cet homme incroyable au parcours surprenant. Isaac Hayes a connu l'extrême pauvreté puis l'opulence. Il est devenu le plus célèbre représentant du légendaire label Stax et son action sociale et politique sera constante jusqu'à la fin de sa vie. Véritable créateur de la soul romantique, ses ballades ont occupé les chambres à coucher du monde entier et on lui doit sûrement des milliers de naissances bien avant Barry White ou le R&B mielleux contemporain. Isaac Hayes est un précurseur et l'impact qu'il a eu sur la musique, mais aussi sur la ville de Memphis et la communauté afro-américaine dans la première partie des années 70 est colossal. Ce musicien, auteur-compositeur, qui ne travaille qu'à l'oreille sans savoir écrire la musique, sera à l'origine des plus belles orchestrations symphoniques et des plus impressionnants arrangements de la Southern Soul de Stax. Le 10 août 2008, celui qui fut autant connu comme l'auteur de Shaft que comme le chef cuisinier de South Park s'éteint dans sa ville natale de Memphis, laissant derrière lui 11 enfants, 14 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, et pour son public, plus d'une vingtaine d'albums et des dizaines et dizaines de morceaux de légende. David Desvérités, bonjour. Vous êtes avant tout un passionné de littérature et de musique. Vous êtes biographe, vous avez écrit un livre sur Philippe Djian, auteur autour duquel vous gérez un site internet depuis plusieurs années, et vous avez publié aux éditions du Castor Astral Isaac Hayes, l'Esprit Soul. Question rituelle maintenant dans cette émission. Comment êtes-vous entré en tant qu'auditeur dans la musique d'Isaac Hayes ? Bien, écoutez, j'avais un flot de musique numérique sur mon ordinateur, sur mon disque dur, dont l'intégrale d'Isaac Hayes. C'est pas très bien ce que je suis en train de raconter, mais quand je me suis aperçu de la densité de sa discographie, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et puis, en m'interrogeant un petit peu sur son parcours et sa vie, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement beaucoup de choses à raconter. Alors vous racontez rapidement, mais avec la précision nécessaire, les jeunes années du chanteur, et on découvre l'extrême pauvreté dans laquelle Isaac Hayes a évolué à cette époque. Alors effectivement, il a perdu ses parents, enfin son père l'a abandonné alors qu'il avait 1 an et demi, sa mère est morte très tôt également, et il a été élevé par ses grands-parents dans une ferme. Ils étaient métayers, donc ils travaillaient des terres qui ne leur appartenaient pas, et puis il a été élevé avec sa sœur, avec l'un de ses cousins. Et toute la petite famille a emménagé à Memphis à l'âge quand Isaac avait 7 ans. Et à ce moment-là, il a découvert qu'il fallait, pour pouvoir manger, gagner de l'argent. Effectivement, bon, c'est une période assez dure. Hein. Vous racontez un épisode où il a quasiment plus de chaussures pour aller à l'école. On doit lui attacher avec une ficelle. Enfin, il y a un film de Chaplin là-dedans quand on vous lit. Souvent dans le parcours des légendes de la musique, il y a des artistes qui sont des influences ou un piano qui traîne dans le salon, une guitare que tel ou tel musicien se voit offrir et qui marquent souvent le début de leur histoire. Avec Isaac Hayes, on a l'impression que la musique lui tombe dessus et que sa carrière professionnel commence un peu sur un coup de bluff quand il accepte un premier job de pianiste alors qu'il ne joue qu'avec 2 doigts, dites-vous. On a l'impression que la musique lui a sauvé la vie ou de moins l'a empêché de sombrer dans la délinquance, voire pire. Alors, il n'est pas tout à fait tombé par hasard dans la musique, puisque c'est sa grand-mère, en tout cas, chantait à l'église. Il chantait également avec sa sœur. Il a eu un petit enseignement musical lorsqu'il était à l'école avec un instituteur qui avait sensibilisé ses élèves à la musique classique, d'où, en fait, ce qu'on vient d'entendre aussi, tous ces arrangements symphoniques extrêmement mélodieux.
Et puis, il a jamais vraiment perdu de vue la musique. Alors effectivement, il y a eu des opportunités qui ont été plus importantes les unes que les autres, dont effectivement celle de pouvoir jouer lors d'un concert, d'occuper la place de pianiste qui devait revenir à l'un de ses copains qui est parti au Vietnam pendant la guerre. Et donc du coup, il a pris le job un petit peu comme ça. Au culot. Au culot, tout à fait. Et puis, il s'est aperçu que non seulement le public qui était là était pas forcément très attentif dans la mesure où il buvait beaucoup, mais qu'en plus, les musiciens qui jouaient avec lui étaient pas beaucoup plus doués. Exactement, oui. Ensuite, arrivent les premières sessions dans le fameux label Stax, donc, dont on va parler. Vous racontez cela très bien, alors que après 2 auditions où il n'a pas réussi à convaincre le label de travailler avec lui comme artiste, il entrera par la grande porte comme musicien, et sa première session est avec un jeune artiste, Otis Redding. Ah oui, là encore, c'est vraiment un coup du destin. Mais il a eu, en fait, comme ça, toute une destinée qui était ponctuée par des coups de chance absolument incroyables. Alors, il avait auditionné chez Stax, effectivement, comme chanteur avec différents groupes, un groupe gospel, un groupe de jazz, et puis il s'était à chaque fois fait rembarrer. Et on l'a appelé pour remplacer Booker T de Booker T and the MGs, le célèbre pianiste de studio de chez Stax, qui était retenu à l'université. Donc il a fait son entrée là un petit peu, là encore, mort de trouille, au culot. Là encore, il n'était pas pianiste, ni chevronné, ni professionnel. Et puis il a eu la chance de tomber effectivement sur une session d'enregistrement avec Otis Redding. Bon. Sous l'œil attentif de Jim Stewart, le propriétaire des studios Stax. Alors au début, Isaac Hayes compose surtout pour les autres. Parlez-nous un instant de son association avec David Porter, qui marque un moment important. Vous parlez alors de ce duo comme d'une usine à tubes. Ah, c'est complètement ça. Ouais. Ils étaient tous les deux. Il y avait une harmonie entre les deux qui faisait que ça fonctionnait toujours, quoi. C'est-à-dire que Isaac écrivait les musiques et puis Porter les paroles, et épaulé effectivement beaucoup par le duo Sam and Dave qui a fait un petit peu la renommée du duo de compositeurs. Ils ont écrit un paquet de tubes, même si aujourd'hui, alors tout le monde connaît les morceaux, les airs, les mélodies, sans savoir forcément qui sont les auteurs de ces morceaux. Just one thing, to you my love, this may be the way that it seems, but I love the way that you carry yourself. I even love you, baby, the way you wear your hair, hey, that love. Somehow my love, you've been misled by the things that other guys have said. Don't you believe? But I love you, yes I do. Oh, but you are, yeah, I love you, I love you, baby, for what you made me become. La tradition de La musique se livre est de demander à l'invité de faire la sélection musicale. Voici le premier titre choisi par David Desvérités. Alors ça, c'est un duo entre justement Isaac Hayes et Porter. C'est un duo qui vient de ressortir sur la compilation consacrée à Isaac, et c'est tellement rare de les entendre ensemble que je trouvais intéressant
qu'on écoute ce morceau, même s'il est un petit peu plus vieux que leur rencontre, c'est-à-dire qu'il date de 1972. Mais voilà, c'est intéressant de voir un petit peu comment ils travaillaient ensemble. Tout le monde a expliqué que Sam and Dave c'était un peu le reflet, c'était un petit peu les deux. Si Porter et Hayes avaient été chanteurs, s'ils avaient constitué un duo, c'était un petit peu leur frère jumeau. On en a un petit peu la preuve avec ce type de composition. Ouais. Alors on va continuer encore un peu sur les belles années de Stax avec l'arrivée de Al Bell, qui est aussi un tournant décisif. Ah oui, complètement. Pour le label, Al Bell, c'est un noir américain déjà, puisque à l'origine Stax c'est quand même un label qui a été créé par des personnes qui sont blanches, donc à Memphis, dans une ville très marquée par le racisme et la ségrégation. Et alors Al Bell arrive avec des méthodes de management et commerciales un petit peu plus agressives que celles de Jim Stewart à l'origine du label, et commence à mettre un petit peu le paquet sur les radios, sur le public noir américain, et puis sur les morceaux un petit peu plus commerciaux, en s'inspirant de ce qui se passe un petit peu du côté de la Motown. Alors, on vient d'en parler à plusieurs reprises. Sam and Dave, Hold On I'm Coming, viendra ensuite Soul Man et bien d'autres. C'est le premier gros carton du duo Porter Hayes en tant qu'auteur-compositeur. Oui, tout à fait, avec une anecdote un petit peu intéressante pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est-à-dire que les paroles Hold On I'm Coming, c'est lorsque Isaac avait trouvé la mélodie du morceau, il a appelé Porter qui était aux toilettes, et en fait il a juste répondu Hold On I'm Coming. Attends un peu, j'arrive, et c'est resté comme le titre du morceau qui venait d'être composé. Il y a pas de... La source d'inspiration peut venir à n'importe quel moment, on sait bien. Alors avec l'arrivée de Don Davis chez Stax à l'été 68, il y a du mouvement, et à 26 ans, Isaac Hayes devient vice-président. Il sort au même moment son premier véritable succès en tant qu'artiste solo, l'album Hot Buttered Soul, dont la forme particulière, 4 reprises, 2 par face, sera reproduite sur les 2 projets suivants du chanteur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier succès avec cet album ? Alors c'est un parti pris artistique qui est vraiment très particulier, c'est-à-dire qu'en fait Al Bell, après son arrivée chez Stax, a décidé de lancer une opération qui s'appelle Soul Explosion, c'est-à-dire qu'il voulait favoriser la diffusion d'albums au détriment pas au détriment, mais en plus des 45 tours qui avaient la part belle chez Stax. Donc il a demandé à tous ses artistes de sortir des albums. Isaac lui a expliqué qu'il serait effectivement très intéressé pour en sortir un sous son nom propre à lui, avec des morceaux qu'il aurait pu choisir et arranger, et Al Bell lui a donné son feu vert. Donc Isaac s'est mis au travail et est rentré en studio. Alors il avait une seule condition, c'était qu'on lui laisse les coudées franches, c'est-à-dire faire ce qu'il voulait, absolument ce qu'il voulait, avec le nombre de musiciens, le nombre de pistes qu'il voulait, le nombre d'ingénieurs de son qu'il voulait. Ironiquement, les studios Stax n'étaient pas libres, donc il allait enregistrer ailleurs. Et puis, il a un jour, il est arrivé avec ce magnifique deuxième premier album, on va dire, puisque le premier était un petit peu un galop d'essai, avec, comme vous venez de le dire, 2 titres sur chaque face, quelque chose d'absolument inédit et nouveau à l'époque. Que ce soit par la durée, que par cette approche de faire des reprises, mais au-delà de faire des reprises, de s'approprier les morceaux. C'est-à-dire qu'il y a certaines de ces reprises dont aujourd'hui on connaît mieux sa version que l'original. Oui, complètement. Alors effectivement, il composait pour les autres, mais paradoxalement, il a enregistré énormément de reprises dans son premier album, qui est 4 reprises. Alors il expliquait que lorsqu'il s'attaquait à une reprise, le fait de l'arranger comme il le souhaitait, le fait d'ajouter un orchestre symphonique par exemple, ou des cuivres, ça personnalisait le morceau, c'est-à-dire qu'il en faisait autre chose, il le métamorphosait complètement, ce qui est d'ailleurs plutôt vrai. Ouais.
seen you running round with another guy. And you think if you hurt me then I'll go away. I've made it up in my mind that I'm here to stay. So you tell him that oh no, no, no matter how you treat me, I'll never, never, never. So don't you think of me? Don't you understand what you're doing to the man? Do you see these tears all in my eyes? Ain't no use in me lying, 'cause I've been crying. Never Gonna Give You Up, deuxième choix de David Desvérités. Alors, pourquoi ? C'est un morceau que j'aime beaucoup donc, sur le double album Black Moses, qui est un peu plus ancien que le Hot Butter Soul dont on vient de parler. C'est vraiment l'album de la consécration de toutes les extravagances, avec une flopée de moyens absolument considérable, qui va installer la légende Isaac Hayes, ce qui va lui faire mériter donc ce surnom de Black Moses, de Moïse Noir, qui va être capable de soulever des foules, que ce soit en concert ou lors de meetings, etc. C'est vraiment l'album emblématique de sa carrière artistique et politique. C'est exactement ce dont je voulais qu'on parle maintenant, puisque avec cette année 71, on est en face d'une année complètement folle. Il devient un interlocuteur privilégié de la ville de Memphis, on va y revenir un peu plus tard, et ce bourreau de travail va sortir 3 albums. Pour commencer, To Be Continued, qui pourrait être considéré comme son véritable 3e ou 4e album, enfin 3e dans cette série qui a été commencée par Hot peut-être Butter que pour Soul. remettre les choses à leur place, il avait effectivement enregistré un tout premier album qui s'appelait Presenting Isaac Hayes dans les studios Stax. Alors c'est avec Donald Dugden, le bassiste, et puis le batteur dont le nom m'échappe, Al Jackson. Et voilà, ça s'était fait pendant un anniversaire un petit peu arrosé. Et Al Bell avait proposé à Isaac d'investir le studio pour enregistrer différents titres, ce qu'il avait fait, des reprises de jazz, de blues, des choses assez traditionnelles, avec déjà un petit côté très personnel sur la manière de les interpréter, tout en pensant que ces enregistrements allaient rester dans un tiroir. Et à sa grande surprise, Al Bell a pressé l'album, alors estampillé comme un album de jazz, mais c'est un petit peu différent. On sent que la voix du chanteur est un petit peu pâteuse par moments, un petit peu déformée par l'alcool. On sent que les bouteilles de champagne qui étaient dans le studio ont bien été bues. Donc c'est pour ça qu'on parle de cet album comme le premier, mais l'album de la vraie consécration, ça reste quand même Hot Butter Soul, avec au bout de 6 mois d'exploitation, 1 million d'albums vendus, et puis du coup un regard très différent des gens de chez Stax qui voient dans ce succès une poule aux œufs d'or qu'il ne faut pas laisser passer. C'est aussi le disque où il impose son son. Enfin, c'est-à-dire que vraiment la marque de fabrique, on la ressent dans ce disque. Donc on va revenir donc à cette fameuse année 71 où donc To Be Continued sort, mais aussi le célèbre Shaft, qui est à la fois son premier disque 100% constitué de compositions originales et la première BO de Blaxploitation, qui s'écoulera cette même année à 2 millions d'exemplaires. Un peu plus tôt, en février, le magazine Jets entérine le pseudonyme de Black Moses, dont vous venez de parler, qui commençait déjà un peu à circuler, en parlant de lui comme du Moïse de la musique noire d'aujourd'hui, inspirant sûrement le titre du 3e album, publié en novembre 71, Black Moses, double album au packaging totalement mégalo, qui place Isaac Hayes comme roi incontesté de la soul music. Cette année se clôturant par une soirée pour célébrer son triomphe, dites-vous, le 21 décembre, avec plus de 2000 invités et une édition de $80,000. La folie des grandeurs est alors totalement assumée. Oui, je crois qu'il c'était quelqu'un qui aimait profiter de la vie, qui gagnait de l'argent, beaucoup d'argent. Alors son label en gagnait beaucoup aussi, mais je pense qu'il n'était pas du genre à laisser sa part. C'est-à-dire qu'il négociait des contrats de façon assez rigoureuse. Il s'est entouré assez rapidement de personnes pour le conseiller à ce niveau-là. Et puis, dans la mesure où c'était le plus gros vendeur de chez Stax, le plus gros vendeur d'albums, on accédait bien évidemment à tous ses, alors je vais pas dire ses caprices, parce que c'était un artiste qui avait du talent, qui avait du succès, mais en tout cas à tous ses desiderata.
Alors on va aborder une autre partie de sa vie, et non des moindres, qui est un peu son implication dans la vie politique et sociale. À la mort de Martin Luther King, la mort de Martin Luther King plutôt, est un épisode décisif dans sa vie, en tout cas vous le présentez comme ça. Vous racontez qu'il est d'abord totalement abattu, et je cite, dans la haine des Blancs, avant de se ressaisir et de considérer que se battre et avancer, c'est faire honneur à sa mémoire. Quelques années plus tard, malgré les voitures plaquées or, les valises de billets et tout le bling-bling, il demeure excessivement présent et impliqué dans la lutte des droits des Afro-Américains, organise de très nombreux concerts de charité et joue assez fréquemment dans les prisons. Vous racontez cet épisode où le maire de Memphis, Henry Laube, l'appelle à la rescousse après une énième bavure policière sur un jeune adolescent noir. Plus tard, même dans les années troubles, qu'on pourrait considérer comme des années de déclin, on en parlera un peu plus tard, il sera récompensé par la NAACP, et le magazine Ebony le consacrera artiste le plus engagé en faveur de la cause noire, par son implication constante dans l'éducation, les droits civiques, la construction de logements, etc., etc. Parlez-nous un peu de cette facette engagée qu'il a eue durant toute sa vie. Il a très vite compris que l'éducation était la clé qui permettait d'accéder à tout. C'est-à-dire que, on l'a évoqué en début d'émission, la pauvreté faisait vraiment partie de son enfance. Et il allait dans une école, alors il n'était pas forcément très surveillé par sa grand-mère, donc il lui arrivait de faire l'école buissonnière, et puis jusqu'au jour où, comme les conditions de vie étaient relativement misérable, il avait honte de ce qu'il était, il avait honte de ses vêtements. On a parlé de l'anecdote avec la chaussure tout à l'heure, mais c'était vraiment quelque chose qui lui pesait. Et à l'adolescence, quand on est différent, vous savez comment ça se passe. Il y a toujours un regard ou quelque chose qui fait que on prend une décision qui est pas forcément toujours la bonne. Et puis là, il a pris la décision de pas retourner à l'école. Il a commencé à traîner un petit peu dans les rues. Alors, il s'est pas mis dans les mauvais coups, mais en tout cas, on l'a soupçonné, on l'a accusé. Et plusieurs de ses professeurs, des femmes, sont venus voir sa grand-mère pour lui expliquer que Isaac ne se rendait plus à l'école, et que, étant donné les possibilités de réussite qu'il avait, il serait peut-être plus judicieux pour lui de retourner en cours. Et elles lui ont proposé de lui donner des vêtements qui appartenaient à leur mari, ce qui l'a beaucoup touché, et il en a parlé jusqu'à la fin de sa vie comme quelque chose d'absolument décisif dans son existence, c'est-à-dire ce tournant qui fait que s'il n'était pas resté à l'école, sa vie aurait complètement basculé. Et puisque l'école lui a permis de toucher à la musique, le chemin s'est fait à partir de là. Mais après, il est souvent convoqué. Enfin, on lui demande souvent d'intervenir lors de conflits, lors de certaines émeutes. À Memphis, il a à un moment donné un vrai rôle de médiateur presque. Alors effectivement, ça débute. Vous l'avez rappelé tout à l'heure avec l'assassinat de Martin Luther King, avec lequel il devait dîner le jour de sa mort, qui a complètement ébranlé les musiciens de chez Stax, qui sont sortis complètement traumatisés, enfin comme beaucoup d'Américains à ce moment-là, mais en tout cas eux étaient vraiment les studios Stax étaient vraiment synonymes de ce que les blancs et les noirs pouvaient faire ensemble, c'est-à-dire de la musique sans mêler forcément la politique à tout ça. Et l'assassinat de Martin Luther King a été un déclic pour Isaac, qui s'est retrouvé un petit peu pris entre deux eaux, entre cette haine des Blancs dont on parlait tout à l'heure, qui l'empêchait d'avancer finalement, puisque haïr, c'est empêcher de créer, d'avancer, et puis de prendre le taureau à bras-le-corps en faisant œuvre de citoyenneté, en s'engageant dans la politique. Ce qu'il va décider de faire, c'est-à-dire que pendant un an, il a arrêté d'écrire, il a arrêté de composer, il a arrêté la musique, il a bien réfléchi. Et puis il s'est tourné vers le militantisme pour justement essayer de porter la condition des Noirs américains. Something you want to say,
letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing. Sing on, sing on. If you wanna make love all night and you feel it's right, right on, right on. 'Cause whatever, oh you do, oh you got to do your thing now. Do your thing. Do Your Thing. La version de 20 minutes sera dans la playlist disponible sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de l'émission. En attendant, David Desvérités, dites-nous pourquoi avoir souhaité écouter ce titre. Alors, j'aime beaucoup ce titre, c'est très représentatif de ce que Isaac Hayes expliquait lorsqu'il composait un morceau, c'est-à-dire qu'il fallait que le morceau dure jusqu'à temps que toute la salle ait le rythme et bouge les hanches et les épaules. C'est complètement ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de taper du pied, on est obligé de se trémousser lorsqu'on entend ce morceau. Puis il y a un côté hypnotique qui est vraiment fantastique. Donc voilà, j'invite tout le monde à se rendre sur le site et sur la page Facebook. Revenons à cette carrière, puisqu'on est encore dans les années triomphantes. Et Do Your Thing est issu de Shaft. Donc la fameuse bande originale qui fait que Isaac se retrouve à être le premier Afro-Américain à recevoir un Oscar en 1972. Il rentre au pays triomphant, vous le racontez, il est accueilli par 3000 personnes et à ce moment-là, Memphis, Nashville et carrément le Tennessee tentent de récupérer cela avec toutes sortes de décorations qui lui sont remises. On a alors l'impression que plus rien ne peut l'arrêter. Ouais, complètement, c'est le triomphe absolu pour lui. Bah, en même temps, c'est un petit peu compréhensible, c'est-à-dire qu'il part de rien et puis il remporte cette statuette. Il faut savoir que lors de cette cérémonie, il est au bras de sa grand-mère qui est là, présente à côté de lui, et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il lui avait toujours expliqué qu'il allait réussir, lui apporter la reconnaissance et le succès, et c'est chose faite avec cet Oscar qu'il remporte. On lui déroule le tapis rouge, c'est-à-dire qu'à Memphis, tous les hommes politiques sont conscients de sa notoriété, mais aussi de son influence auprès de la population noire, pas seulement dans la ville, mais maintenant c'est au niveau national. Et puis aussi, c'est-à-dire que c'est le public blanc qui découvre cet artiste lors d'une soirée à la télévision où il apparaît torse nu avec des chaînes derrière un piano. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et voilà, on connaît maintenant dans l'Amérique tout entière Isaac Hayes, son look, et puis son nom, et puis la musique de Shaft, qui a un double album
que je conseille à tout le monde de réécouter. Bien entendu. L'émission avance vite, trop vite, mais je suis obligé de parler avec vous du 20 août 1972. C'est la date du festival Wattstax, où 1/5 de la population noire de Los Angeles est présente. Ce soir-là, le révérend Jesse Jackson fait un discours mémorable et toute l'audience scande I Am Somebody avant l'entrée en scène de la star de la soirée. Parlez-nous un peu de cet événement. Alors c'est un petit peu un répondant au festival de Woodstock organisé par Al Bell de chez Stax qui voulait mettre en place un festival. Alors évidemment on retrouve tout le gratin des artistes Stax de l'époque. Et puis en tête d'affiche le Black Moses qui fait son arrivée dans une berline, dans une voiture et qui monte les marches menant à la scène un petit peu comme un boxeur. C'est assez, si vous avez l'occasion de voir les images, c'est assez intéressant parce qu'en fait la scène est installée au milieu d'un stade avec les gradins qui sont remplis tout autour, mais le stade est pratiquement vide. Donc en fait la voiture arrive sur la pelouse et il gravit les marches avec un peignoir et un chapeau que Jesse Jackson lui enlève dans un cérémonial. La tradition était qu'on le déshabille un peu comme on rhabillait James Brown. Et là, c'est Jesse Jackson qui s'en charge. Ouais, tout à fait. Alors, ils ont entretenu des liens d'amitié très forts pendant de très très longues années. Voilà, c'est un petit peu la consécration pour le label Stax, mais aussi pour toute la communauté noire qui, à cette époque en tout cas, espère être entendue et à arriver à une politique un petit peu plus égalitaire. Issu d'une autre bande originale, Tough Guys. Alors là encore, je trouve ce morceau extrêmement envoûtant, on va dire, très West Coast, très ensoleillé. C'est effectivement sur une autre musique de film, Tough Guys, qui a beaucoup moins marché que celle de Shaft. Mais voilà, c'est un titre que je trouve extrêmement réussi. Et qui a une très belle progression, donc j'invite encore nos auditeurs à avoir la curiosité de l'écouter. Isaac Hayes tourne énormément, il fait vraiment beaucoup de concerts, vous racontez, il est quasiment tout le temps sur scène, que ce soit pour les tournées officielles ou les galas de charité. On va s'arrêter un instant sur l'album Live at Sahara Taoé qui marque le point culminant du talent de Hayes. Vous dites, ce livre constitue un vrai témoignage de la mutation d'Isaac Hayes en Black Moses. À ce moment, il est intouchable, l'un des meilleurs dans sa catégorie. Ouais, je crois vraiment que cet album live, qui est un déploiement de musiciens, de moyens, de choses absolument incroyables, reste une référence dans sa discographie. C'est un petit peu un concours de circonstances qui l'ont mené à cet endroit. C'est un casino qui se trouve dans l'état voisin de la Californie où en fait les jeux d'argent sont interdits. Donc il s'est retrouvé à commenter un match de boxe avec Mohamed Ali dans ce casino, et puis on lui a proposé de faire 2 concerts qui ont été mis en boîte par Stax et ensuite ont été pressés pour donner cet album live qui est vraiment révélateur de sa progression musicale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a un orchestre symphonique derrière lui, il doit être une trentaine sur scène, c'est un déploiement de moyens considérable et c'est des arrangements. Il y a plusieurs reprises inédites qui n'ont jamais été jouées sur des albums, notamment le Light My Fire des Doors, qui vaut aussi son pesant de cacahuètes, comme beaucoup d'autres reprises. Et voilà,
on comprend vraiment son approche musicale à travers cet album. Ten from the Men, on vient de parler de ce superbe concert, d'où est extrait ce titre. Dis-nous en plus, David. Ça, c'est une musique qu'il avait composée pour une série donc, qui s'appelle The Main, qui est sortie uniquement 45 tours et qui avait plutôt pas mal marché d'ailleurs, et qu'il a reprise donc, durant ce live. Alors là, avec toute l'énergie que vous avez pu entendre, notamment l'énergie des cuivres et des guitares, voilà, encore un instrumental qui fait mouche, à mon avis. Exactement, et qu'on retrouve dans la playlist disponible sur le site et la page Facebook. 1975 marque le début du déclin de sa carrière. Fin 1976, il a 6 millions de dollars de dettes. À partir de là, vous racontez un artiste qui ne cesse de se battre à la fois pour payer ce qu'il doit et en même temps pour continuer d'exister auprès d'un public qui s'éloigne de plus en plus jusqu'à ne plus savoir qui il est pratiquement dans le milieu des années 90. Votre livre fait la part belle à la période prestigieuse du chanteur et même si vous ne faites l'impasse sur rien, vous résumez finalement assez vite les dernières années, et pour cause, ces albums ne se vendent plus, ses problèmes d'argent sont incessants, ce qui le mène à accepter différents rôles au cinéma sans vraiment convaincre, à part peut-être dans un de mes films de chevet, Escape from New York de John Carpenter, que j'adore. Il fait des apparitions dans des dizaines de séries, dont l'Agence Touriste, que j'invite tout le monde à rechercher sur YouTube. Bref, il se perd un peu, et même si le rap et le trip-hop vont exploiter largement son catalogue, cela ne va pas véritablement lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Votre vision de ces décennies, de ces années-là, David ? Alors, je pense qu'il a été déjà très malheureux après la faillite de Stax. C'est un petit peu le label qui l'a entraîné dans sa chute pour des questions de gros sous. Il avait signé des contrats phénoménaux que Stax n'a pas pu honorer. Alors, je vous renvoie au livre pour plus de détails, mais il s'est retrouvé très vite endetté, très endetté, puisqu'il avait ses studios d'enregistrement, ses musiciens, il avait tout un tas d'employés à son service. Il a plusieurs divorces, des pensions alimentaires qui sont pas payées, qui traînent, et puis des albums qui, faute de renouvellement et puis d'inspiration sans doute aussi, peinent à se vendre. Et comme il a plus les moyens de produire des albums aussi prestigieux que au début des années 70, ça donne des choses un petit peu réchauffées, pas toujours très intéressantes, un peu plates, sans trop d'intérêt. Et voilà, la spirale le mène de plus en plus vers le déclin. Jusqu'à ce que, comme vous le disiez, il soit obligé de prendre un petit peu ce qu'on lui donne, c'est-à-dire des rôles dans des séries pas toujours glorieuses. Voilà, pas toujours très glorieuses. Quelques rôles dans des films, et paradoxalement, c'est le dessin animé South Park qui va le sortir de cette mouise financière, puisqu'on va lui demander de faire la voix du chef, le chef noir, qui va lui permettre de revenir un petit peu sur le devant de la scène, et en tout cas d'attraper dans ses filets une nouvelle génération qui ne le connaissait pas. Surtout qu'en plus ils vont même sortir des disques de ces fameuses chansons avec des choses absolument mémorables, dont les boules du chef, les boules salées du chef.
Je ne pensais pas que nous allions terminer là-dessus, David. Je vous remercie vraiment d'avoir passé ces 40 minutes en notre compagnie. Je rappelle que votre livre, Isaac Hayes, l'Esprit Soul, sorti au Castor Astral dans la collection Castor Music, est disponible dans toutes les bonnes librairies. La playlist de tous les titres entendus dans cette émission et en intégralité, ainsi que le podcast, sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de La Musique se livre. Et nous allons nous quitter avec Tricky, qui en plein essor trip-hop, sortait au même moment que Portishead, un titre construit autour d'un sample d'Isaac Hayes. Au revoir et rendez-vous au mois d'avril. Au revoir, merci. Common sense says shouldn't you see? Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judging from my label, the border ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums bringing news of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come forth, they juice me, seduce me, dress me up in stitzy. Confused by different memories, details of Asian remedies, conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like, so I listen, he's a calm kind. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come forth. They juice me, seduce me, dress me up in stutzy. Hell is round the corner where I shelter. Living excuses. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you are a seed. Let me take you down a corridor. My brain thinks